Déjà, l'urbanisation, c'est un phénomène structurel majeur de notre époque. Les Nations Unies estiment que depuis 2008, la moitié de la population mondiale habite en ville. Donc, dans les pays émergents, l'urbanisation va se trouver dans les pays qui ont une démographie la plus importante. Et ces pays sont au-delà du triangle Afrique, Inde et Chine, où vous avez les croissances qui sont les plus importantes. Les projections à 2100 sont que l'Inde sera le pays le plus important en termes de population avec 1,5 milliard d'habitants, la Chine avec 1 milliard et le continent africain avec 4 milliards d'habitants. Aujourd'hui, ils sont environ 800 000. Donc vous voyez un facteur 4 sur le siècle. En Afrique, en 1950, il n'y avait aucune ville de plus d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, vous en avez 40 et à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain, nous sommes en 2014, environ 600 millions d'Africains vivront en ville. En Afrique, les pays qui sont les plus densément peuplés et en croissance, vous avez le Nigeria, bien sûr, qui est le pays le plus peuplé actuellement. Vous avez également l'Angola, avec une croissance démographique rapide. En Asie, au-delà de l'Inde et de la Chine, des pays comme l'Indonésie ou le Vietnam. Et puis en Amérique du Sud, des pays comme le Mexique, la Colombie, l'Argentine, qui ont terminé leur transition démographique. La ville la plus importante en termes de population, aujourd'hui, c'est Chongqing, en Chine, avec près de 33 millions d'habitants. Alors cette urbanisation peut se mesurer à 3 facteurs. Le premier, c'est tout ce qui concerne les services des secteurs tertiaires qui sont rendus possibles, ce développement des services tertiaires par la population qui, du fait de la productivité dans le secteur agricole, quitte les campagnes et arrive en ville. Le deuxième facteur, c'est le souhait des ménages qui sont en ville d'avoir accès à certains services. Vous avez l'eau, l'électricité, les transports, mais aussi maintenant les loisirs et l'éducation, et notamment pour tout ce qui concerne la scolarisation des petites filles. Et puis vous avez ce phénomène qui est de connexion, d'interconnexion, l'espace monde, qui répond au concept de Fernand Braudel de ville-monde. La ville-monde, c'est là où se rencontrent à la fois les hommes, les marchandises, les capitaux. Et aujourd'hui, dans l'espace monde, tout est connecté grâce notamment à la téléphonie mobile, à Internet. Et la téléphonie mobile a réussi à créer des services dérivés, notamment la banque mobile. Et dans les pays émergents, notamment en Afrique, et il y a des exemples qui sont très parlants au Kenya, où la banque mobile s'est développée et où la plupart des transactions ont lieu non pas dans des agences, mais via la banque en ligne. L'urbanisation est déjà en elle-même un facteur endogène de croissance économique puisque vous avez en ville à la fois la mobilité des hommes et la mobilité des capitaux qui sont les deux facteurs essentiels pour créer la croissance économique. La ville, c'est également le lieu où se développe la classe moyenne, cette classe moyenne qui est avide de consommer et qui est la cible principale de tous les distributeurs. Et puis même au-delà de ces aspects économiques, vous avez des aspects sociaux puisqu'une population urbaine a des comportements qui sont différents d'une population rurale, différents en termes de famille, en termes d'alimentation et en termes de consommation. Et notamment, la femme en ville est plus autonomisée, elle a un emploi qui est salarié, donc elle gagne en autonomie et elle peut contrôler sa contraception et donc les couples en ville ont moins d'enfants. Alors, il y a plusieurs défis. Le premier défi, c'est la planification. Pour éviter que ne se développent les inégalités et notamment les bidonvilles à côté de quartiers UP ultra sécurisés. Les Nations Unies estiment aujourd'hui qu'environ 1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles. Donc la priorité va être de créer des logements en dur. Le deuxième défi, ce sont les infrastructures de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les transports qui vont être nécessaires. Et puis, il va falloir aussi créer des emplois qui sont durables. On voit dans l'urbanisation en Afrique notamment qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont informels, donc avec des revenus qui sont précaires.
Et puis il y a aussi dans l'urbanisation la question de la sécurité, lutter contre la violence. Et à cet égard, l'exemple de la ville de Medellín est assez parlant. Medellín, c'est une ville qui est de Colombie, qui était très connue dans les années 90 puisqu'il y avait les fameux cartels de la drogue qui s'y étaient développés. Et l'urbanisation a permis de répondre à la situation géographique particulière de cette ville, qui est faite de collines. Et les collines étaient isolées du centre-ville et permettaient aux cartels de faire leur petit trafic dans leur coin tranquille. Et en urbanisant, et notamment en créant les transports qui sont des téléphériques, on a relié ces collines au centre-ville en un temps assez rapide. Et la municipalité a également créé des services. C'est-à-dire qu'au pied des téléphériques, vous avez des crèches, vous avez des bibliothèques. Et ça a désenclavé les quartiers. Et ça a permis, en les urbanisant, en les rattachant au centre-ville, d'écarter les trafiquants qui, du coup, n'étaient plus tranquilles pour faire leur trafic. Alors il faut arrêter le France bashing, il faut arrêter de nous dénigrer systématiquement. La France a beaucoup d'atouts dans l'accompagnement de l'urbanisation parce que nous avons des entreprises qui sont de niveau mondial dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de traitement des déchets, dans les secteurs des transports. Et ces entreprises peuvent offrir aux pays émergents des solutions, des coopérations qui sont tout à fait de pointe. Vous avez des entreprises comme Veolia, comme Suez Environnement, GDF Suez, EDF, donc vraiment des entreprises de premier plan et qu'il faut encore plus mettre en avant. Alors déjà, il faudrait élaborer une stratégie, c'est-à-dire viser les villes et non pas les pays. La France est un État centralisé, donc on pense État. En fait, dans les pays émergents, les villes ont beaucoup de pouvoir et ont tendance à gagner beaucoup d'autonomie. Pour reprendre l'exemple de la ville de Chongqing que je citais, qui est la ville la plus peuplée au monde, le maire a instauré une fois par an le conseil du maire, où il invite les entreprises pour se faire conseiller. Et les PDG des grandes entreprises françaises, que ce soit EDF, Schneider Electric, viennent et pour se faire conseiller. Après cette stratégie, il faut aussi définir des priorités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on va aller dans les villes, il faut définir dans quelle ville on veut aller. Et pour savoir dans quelle ville on veut aller, donc déjà, il faut les définir. Donc, 10 grandes villes, il peut y avoir Shanghai, Mumbai, Mexico, voilà les grandes villes du monde. Et désigner pour ces villes un représentant des milieux d'affaires français sur le modèle de ce qu'a fait le gouvernement avec les représentants par État. Ce qui permettrait de mieux cibler le monde des affaires, que le monde des affaires français cible mieux ses offres. Et puis, troisième point, il faut recibler, réagréger les acteurs français dans la compétition, puisque la compétition est mondiale. Nous avons de très bonnes entreprises, mais ce ne sont pas les seules. Or, nous répondons en ordre dispersé aux appels d'offres. Ça nuit, ça dégrade l'image de la France. Ça nous amène à faire une offre morcelée alors que les clients ont plutôt envie d'offres qui soient globales. Et ça amène de la concurrence entre Veolia, entre Suez Environnement, enfin, tout ça, c'est contre-productif. Cela pose la question de la participation en creux, de la recomposition capitalistique de ces entreprises, puisque l'État français a des prises de participation dans ces entreprises, en majorité ou en minorité. Mais l'État français a aussi son rôle à jouer pour permettre à ces entreprises et pour permettre au secteur industriel français d'être vraiment en première ligne et de gagner la compétition mondiale. Et puis, au-delà, nous avons des clients, mais de ces clients, on peut faire également des partenaires, puisque à terme, c'est aussi tout ce qui sont les appels d'offres publics qui doivent être ouverts et qui doivent être réciproques. Et un exemple parlant, c'est EDF, qui a fait appel à des capitaux chinois pour pouvoir développer son électricité, notamment au Royaume-Uni.